Penser Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Penser le monde quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Bonjour, bonsoir et surtout bonne année à vous. Je m'appelle Nordine et je vous souhaite la bienvenue sur l'émission Penser le monde. Le but de cette émission, c'est de vous présenter des actualités politiques au niveau national ou international et de les confronter à des théories philosophiques pour essayer d'en décrypter les enjeux. Dans chaque épisode, je vous propose en première partie ma propre analyse, c'est-à-dire que je vous résume une actualité, puis je pose une problématique et ensuite j'essaye d'y répondre en utilisant une théorie ou un concept issu de la philosophie politique. Ensuite, en deuxième partie, je m'entretiens avec un invité qui sera issu du monde de la recherche universitaire. Ce peut être un prof, un maître de conférence, un doctorant. Et je lui demande de nous présenter ses thématiques de recherche, puis d'essayer de les appliquer à l'actualité que nous étudions dans l'épisode, afin d'approfondir notre analyse. Peut-être qu'aujourd'hui, vous découvrez l'émission Penser le monde, ou peut-être que vous n'avez entendu qu'un épisode. Eh bien, pour bien démarrer l'année 2026, je vous propose donc aujourd'hui un résumé des 3 épisodes précédents. Penser le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Alors, dans le premier épisode du mois d'octobre, nous avions parlé de TikTok, dont la France et les États-Unis se méfient et essayent de réguler. Côté français, nous avions vu que les députés ont lancé une commission d'enquête pour évaluer si ce réseau social a des effets néfastes sur la santé des jeunes utilisateurs. Le rapport de cette commission, présenté en septembre, a conclu que TikTok et les réseaux sociaux sont dangereux pour la santé mentale et la socialisation des adolescents. C'est pourquoi les députés ont proposé d'interdire les réseaux aux moins de 15 ans. Côté américain, le gouvernement a accusé TikTok d'être dangereux pour la sécurité nationale. On craint en effet que les données des utilisateurs soient réutilisées à des fins de propagande par la Chine. Et ainsi, en janvier 2025, une loi interdisant le réseau social chinois a été votée. Cependant, le président Donald Trump a suspendu la mise en application de cette mesure, mais à condition que l'entreprise chinoise TikTok soit rachetée par une entreprise américaine. À partir de ces actualités sur TikTok, nous nous étions demandé dans notre épisode quels étaient les réels dangers des réseaux sociaux. Je vous avais alors présenté le concept d'individuation du philosophe de la technique Gilbert Simondon, qui nous permet en fait de comprendre que les réseaux peuvent être dangereux à la fois pour l'individu et le collectif. Selon Simondon, ce qui permet à toute chose dans l'univers, que ce soit la plante, la pierre, l'humain, la société, de se développer pleinement, de s'individuer correctement, c'est en premier lieu son interaction dynamique avec son environnement. Lorsqu'un objet entre en interaction avec son environnement, il s'individue, puis à son tour il va individuer, c'est-à-dire impacter son environnement. Ainsi, nous avions compris que selon le concept d'individuation de Simondon, si TikTok met en danger les utilisateurs, les rend addicts, abîme leur capacité cognitive, alors en retour, les individus abîmés par les réseaux risquent d'abîmer le corps social. Si l'individu ne se développe pas correctement, cela impacte directement le collectif. Pour approfondir cette analyse des dangers des réseaux sociaux, mon invité était Anne Alombert, maîtresse de conférence à l'Université de Paris 8, spécialiste des questions du numérique et de la pensée du philosophe de la technique Bernard Stiegler. Une des idées les plus éclairantes qu'Anne Alombert nous avait alors apportées portait sur le problème de la politique algorithmique des réseaux sociaux qui met en danger la pluralité démocratique sur Internet.
Et puis, une autre chose sur laquelle je voudrais insister, que Bernard Stiegler n'a pas beaucoup étudié, mais qui, à mon avis, va vraiment dans le sens de ses recherches, c'est la question de la politique de ces réseaux sociaux commerciaux numériques. Parce que, comme vous le savez, sur des réseaux comme Facebook, comme X ou comme TikTok, vous avez une entreprise privée qui va décider de l'algorithme de recommandation, qui est l'algorithme qui va en fait déterminer ce que vous allez voir ou non, les contenus qui vont vous être recommandés ou non sur la plateforme. Or, cet algorithme, il fonctionne selon certains critères qui sont complètement opaques, auxquels les citoyens n'ont pas accès et que les citoyens ne peuvent pas transformer. C'est surtout ça le problème. Et surtout, il n'y en a qu'un seul d'algorithme. Or, il y a une sorte d'hypocrisie en ce sens sur ces réseaux, puisqu'ils nous font croire qu'ils sont très horizontaux, que tout le monde peut publier tout ce qu'il veut. Mais finalement, ceux qui décident ce qui sera vu ou non, eh bien, c'est un algorithme de recommandation qui a été décidé et conçu et développé par une entreprise privée sans l'accord de tous les utilisateurs. Donc en fait, c'est une apparence de démocratie, mais il n'y a pas de réelle démocratie. Il y a une horizontalité apparente dans la publication des contenus, mais il y a une verticalité extrême dans la recommandation des contenus. Donc ces plateformes, en fait, ne sont pas démocratiques. Et alors, il y a plusieurs propositions très importantes pour faire face à ces enjeux. Bon, la première, c'est de rappeler que les réseaux sociaux commerciaux dominants ne sont pas les seuls réseaux sociaux qui existent. Vous savez qu'il y a des réseaux sociaux alternatifs comme Mastodon, comme Blue Sky, qui ne sont pas dominants parce qu'ils ne sont pas assez soutenus politiquement, économiquement, financièrement, mais qui devraient sans doute l'être aujourd'hui, maintenant qu'on commence à s'accorder sur les dangers des réseaux sociaux commerciaux et des modèles d'affaires de la publicité ciblée. On pourrait peut-être se dire qu'il est important de développer des plateformes alternatives qui fonctionnent différemment et notamment qui ne fonctionnent pas avec un seul algorithme de recommandation, mais qui donnent aux individus la possibilité de paramétrer les algorithmes. Et ça, c'est une proposition très forte que nous avons faite au sein du Conseil national du numérique, que nous avons portée aux États généraux de l'information, qui a été reprise aussi dans le rapport de la commission d'enquête sur TikTok que vous citiez au début de cette émission, qui est la proposition du pluralisme algorithmique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on pourrait imaginer une pluralité d'algorithmes de recommandation sur un même réseau. Et qu'on pourrait se dire qu'à partir du moment où un réseau social touche des millions ou des milliards de personnes, il est nécessaire qu'il y ait plusieurs algorithmes de recommandation parce que le pluralisme des médias est une condition de possibilité de la démocratie. Pensez le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Alors, dans notre second épisode du mois de novembre, nous avions parlé du projet de loi de financement de la sécurité sociale et des débats à l'Assemblée sur la suspension de la réforme des retraites. Nous avions vu que les députés ont finalement voté en novembre pour la suspension de la réforme des retraites, mais que cette mesure pèse lourdement sur le déficit budgétaire de la sécurité sociale. Les députés ont donc essayé de trouver un rééquilibrage financier, notamment en votant une hausse de la CSG ainsi qu'une taxe exceptionnelle sur les complémentaires. À partir de cette actualité, nous nous étions demandé si cette fragilité grandissante de notre système de protection sociale pouvait remettre en question la légitimité de l'État français à gouverner. En effet, je vous avais présenté le concept de biopolitique développé par Michel Foucault, par lequel le philosophe nous explique que ce qui fonde la légitimité du pouvoir moderne, c'est sa capacité à gérer efficacement la santé de sa population. En effet, selon Michel Foucault, alors que le pouvoir traditionnel jusqu'au XVIIIe siècle consistait à un droit de faire mourir, c'est-à-dire que ce qui fondait le pouvoir du souverain, du roi par exemple, c'était d'imposer sa domination par la peur et la capacité de tuer les opposants et les ennemis au régime. Il y a eu un changement de paradigme politique à partir du XVIIIe siècle, et le pouvoir moderne, c'est devenu le droit de faire vivre, un pouvoir biopolitique. L'État s'est donné pour mission d'utiliser la rationalité biomédicale, les statistiques,
les politiques de natalité et d'hygiène publique, ainsi que l'architecture, pour tâcher de maximiser la vitalité et la santé de la population. Grâce à cette idée foucaldienne de pouvoir biopolitique, nous avions donc compris que la fragilisation du système de protection sociale français pourrait se traduire par une fragilisation de la légitimité de l'État français, puisque si le gouvernement n'est plus capable d'assurer la santé de la population française, s'il n'est plus capable de gérer efficacement le bios, la vie de la population, alors sa raison politique d'être est remise en question. Pour approfondir notre analyse, malheureusement, nous n'avions pu avoir d'invité pour cet épisode. C'est pourquoi je vous avais proposé d'écouter Michel Foucault lui-même dans un cours au Collège de France enregistré dans les années 70, nous expliquer en détail le concept de biopolitique. En voici un extrait. La nouvelle technologie qui se met en place s'adresse à la multiplicité des hommes, mais non pas en tant qu'ils se résument dans des corps, mais la multiplicité des hommes, en tant qu'elle forme au contraire une masse globale, affectée de processus d'ensemble qui sont propres à la vie et qui sont des processus comme la naissance, la mort, la reproduction, la maladie, etc. Donc, après une première prise de pouvoir sur le corps qui s'est faite sur le mode de l'individualisation, on a une seconde prise de pouvoir qui, elle, n'est pas individualisante, mais qui est massifiante, si vous voulez, qui se fait en direction non pas de l'homme-corps, mais de l'homme-espèce, après l'anatomo-politique du corps humain mise en place au cours du XVIIIe siècle, on voit apparaître à la fin de ce même siècle quelque chose qui n'est plus une anatomo-politique du corps humain, mais ce que j'appellerais une biopolitique, faisue d'abord d'un ensemble de processus comme la proportion des naissances et des décès, le taux de reproduction, la fécondité d'une population, etc. Ce sont ces processus-là, vous savez, qui justement, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en liaison avec tout un tas de problèmes économiques et politiques sur lesquels je ne reviens pas là maintenant, ce sont ces problèmes-là, en gros, de natalité, mortalité, longévité, ce sont ces processus-là qui ont constitué, je crois, les premiers objets de savoir et les premières cibles de contrôle de cette biopolitique. Dans cette biopolitique, il ne s'agit pas simplement de, si vous voulez, du problème en gros de la fécondité, il s'agit aussi du problème de la morbidité, le problème de la vieillesse, de l'individu qui tombe par conséquent hors du champ de capacité d'activité. Et d'autre part, les accidents, les infirmités, les anomalies diverses. Et c'est par rapport à ces phénomènes-là que vont être mis en place, que cette biopolitique va mettre en place, non seulement des institutions d'assistance, elles existaient, elles, depuis très longtemps, mais des mécanismes beaucoup plus subtils, économiquement beaucoup plus rationnels que la grosse assistance à la fois massive et lacunaire, qui était essentiellement rattachée à l'Église. Eh bien, on va avoir des mécanismes plus subtils, plus rationnels, d'assurance, d'épargne individuelle et collective, de sécurité, etc. Pensez le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Dans notre troisième épisode, et dernier épisode du mois de décembre, nous avions poursuivi notre étude du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Nous avions vu que les députés ont finalement voté une version finale du PLFSS, et je vous en avais résumé le contenu. Suspension de la réforme des retraites, qui concernera les personnes nées entre 1964 et 1967, augmentation de la CSG sur le capital, limitation des arrêts de travail à 1 mois pour les premières prescriptions, instauration d'un nouveau congé de naissance pour encourager à un réarmement démographique, etc. À partir de cette actualité, nous avions vu que les débats parlementaires sur notre système de sécurité sociale avaient plus consisté en des discussions complexes et techniques sur des mesures budgétaires plutôt qu'en des confrontations de vision et de philosophie. Ainsi, les débats parlementaires semblent de plus en plus concentrés sur des questions de calcul arithmétique, et nous nous étions demandé dans cet épisode si notre démocratie française était devenue une démocratie quantitative.
un régime politique dans lequel règne le calcul. Je vous avais proposé de revenir à une analyse de Rousseau et de son contrat social. Nous avions vu que, pour Rousseau, dont la philosophie politique a grandement inspiré les fondements de notre démocratie à la française, estimait qu'une démocratie idéale devait être basée sur le qualitatif et non pas sur le quantitatif. Selon lui, dans une société démocratique, le principe fondateur doit être le bien commun. Chaque citoyen doit laisser de côté ses intérêts personnels pour chercher à subvenir à l'intérêt du collectif. Paradoxalement, c'est, selon Rousseau, à partir du moment où les individus cherchent le bien commun que la société, en retour, assure le bien individuel de chacun. Ce que nous avions compris par notre analyse de la pensée de Rousseau, c'est que, pour lui, le système démocratique doit avoir pour but d'assurer au niveau qualitatif les intérêts du bien commun. Pour contraster avec cette vision politique d'un système qualitatif, mon invité Charles Ramon, maître de conférence à l'université Paris 8, nous avait alors présenté la vision quantitative de Spinoza, qui pense au contraire que seul le calcul arithmétique, la quantité, peut assurer l'équilibre d'un régime. Spinoza est quelqu'un qui a conçu un petit peu dans la suite de Descartes, mais avec une très grande radicalité, absolument tout l'univers sous l'angle de la quantité. C'est-à-dire que sa définition fondamentale d'une chose, c'est qu'une chose essaye de persévérer dans l'être, c'est-à-dire de durer, autant qu'il est en elle, comme il dit, quantum in se est, c'est-à-dire autant qu'elle a de puissance, autant qu'elle a d'énergie, autant qu'elle a de force. Et donc, ce quantum qui fait l'essence de chaque chose, eh bien, il s'applique absolument à tous les degrés de réalité, c'est-à-dire des choses les plus petites, les atomes, mais jusqu'aux parties du corps, les muscles, jusqu'au corps entier, c'est-à-dire des individus, mais ça peut être aussi des foules, des états, etc. Et donc, si vous voulez, l'idée de Spinoza, c'est d'unifier complètement le monde sous le règne de la quantité et des luttes entre puissances, c'est-à-dire des hiérarchies de puissance quantitatives. Et de ce fait-là, si vous voulez, arriver à la démocratie, pour lui, c'était juste normal. C'est-à-dire que la démocratie, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le règne de la quantité. C'est-à-dire on fait les comptes, et c'est le nombre des voix qui détermine ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire. Et il n'y a aucune considération qualitative. Et donc, d'une certaine façon, la politique démocratique ne fait que reproduire à l'échelle politique ce qui se passe à tous les autres échelons de la réalité. C'est-à-dire, en fait, des associations de puissance, des conflits de puissance, des rencontres de puissance mesurables, hiérarchisables, quantifiables. Et donc, que dit Spinoza ? Il faut toujours considérer la politique de façon physique, c'est-à-dire il n'y a pas de différence de nature entre la physique et la politique, c'est ce que je disais tout à l'heure. On doit les apprécier de la même façon. Et donc, c'est en ce sens qu'on a pu le rapprocher de Machiavel, si vous voulez, non sans raison. D'ailleurs, lui-même déclare son admiration pour Machiavel dans le traité politique. Il y a des choses qui sont impossibles en physique. C'est-à-dire, vous mettez une pierre dans l'eau, elle va couler, elle va pas flotter. Et bien, de la même façon, il y a des choses impossibles, en quelque sorte, physiquement, dans un régime politique. Et il donne des exemples. Il dit, si vous êtes un prince et que vous vous promenez tout nu dans les rues, ivre et avec des prostituées, vous ne pouvez pas avoir le respect du peuple. Donc, c'est pas que c'est bien ou c'est que c'est mal, c'est qu'il y a des lois physiques, en quelque sorte, du comportement humain, et que si vous ne les respectez pas, votre régime ne pourra pas être respecté, et donc ne pourra pas se maintenir avec le soutien populaire. Qu'on soit en démocratie ou en monarchie, ça ne change pas.
penser le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Voilà, c'était le résumé de nos épisodes précédents. Alors je vous ai donné les idées principales et les problématiques principales que nous avons étudiées au cours des 3 épisodes de Penser le monde. Comme nous l'avons vu dans notre premier épisode du mois d'octobre, nous avons parlé de TikTok. Nous avons vu que les députés français s'en méfient, mais aussi que le gouvernement américain s'en méfie. D'un côté, du côté des députés français, on essaye de protéger la santé mentale des jeunes, tandis que le gouvernement américain veut protéger sa sécurité nationale. Grâce à cette actualité et l'analyse du concept de Simondon d'individuation, nous avions compris que les dangers des réseaux sociaux sont avant tout des dangers sur le plan individuel et collectif. Le réseau social peut abîmer l'individu et en retour, l'individu abîmé peut abîmer son collectif, sa société. Nous avions approfondi l'analyse des dangers avec Anna Lombert, maîtresse de conférence à Paris 8, experte sur le numérique et la pensée de Bernard Stiegler. Et nous avions vu avec Anna Lombert qu'un des dangers aussi était la politique des algorithmes des réseaux sociaux sur laquelle il faut travailler. Dans notre deuxième épisode du mois de novembre, nous avions étudié le projet de loi de finances de la sécurité sociale et grâce à Michel Foucault et son concept de biopolitique, c'est-à-dire le fait que le pouvoir moderne se propose de prendre en charge le bios, la vitalité d'une population, eh bien, nous avions estimé que si le système de protection sociale français est fragilisé, s'il est mis en péril, alors la légitimité même de l'État français à gouverner est mise en péril. Dans l'épisode 3 du mois de décembre, nous avions continué d'étudier ces actualités autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et avec la pensée de Rousseau et une analyse du contrat social, nous avions vu qu'à l'origine, notre démocratie, du moins selon Rousseau, était pensée pour être un régime démocratique qualitatif, où l'on s'intéresse au bien commun, à la qualité du collectif et du bien commun. Mais par rapport à cette vision qualitative, nous avions contrasté et vu que avec Spinoza, et c'est M. Charles Ramon, maître de conférence à Paris 8, qui avait partagé ces analyses, et bien avec Spinoza, on estime au contraire que ce qui fait la qualité et la solidité d'une démocratie, c'est la quantité, le quantitatif, le calcul. Voilà, un résumé assez succinct de ce que nous avons pu faire dans les 3 derniers épisodes. N'hésitez pas à aller les écouter entièrement sur le site de Radio Campus pour mieux comprendre de quoi il résulte. Et rendez-vous vendredi 6 février pour notre prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.
faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. Le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Pensez le monde quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris.